Bonjour, ravie de vous accueillir donc à l'auditorium de la Bourse de commerce pour Marcel Brothers à la lettre, donc ce très beau projet de lecture de poèmes qui célèbre le centenaire anniversaire du poète artiste ou artiste poète. Mon cher Bernard, tu vas parler tout à l'heure, tu vas réciter comme d'autres avec toi, et je me souviens évidemment de ton exposition magique, poétrie et poésure et peinterie, pardon, poésure et peinterie. Donc voilà, on va célébrer aujourd'hui le centenaire du poète artiste. Et merci ma chère Annalisa Rimodo avec Julie Bawing et Marie-Hélène Minuto d'avoir pensé à la Bourse de commerce pour accueillir cet après-midi autour des textes de ce poète artiste. C'est d'autant plus un immense plaisir qu'après avoir passé en tout à peu près 11 ans dans la grande maison du Centre Pompidou à côté, où nous avions de très très belles œuvres, quelle ne fut pas ma joie de découvrir que au sein de la collection Pinault, et Caroline Bourgeois, qui va aussi lire des poèmes tout à l'heure, avait avec François Pinault déjà acquis plusieurs œuvres de Marcel Brothers dans la collection. Donc c'était quelque chose d'absolument extraordinaire de découvrir notamment que l'installation Une seconde d'éternité, qui date de 1970, et ce que l'artiste lui-même appelait le film le plus court du monde, était dans la collection, avec le décor du Salon Noir, 2 sculptures ready-made, planches à charbon et pelle, l'installation armoire de cuisine, et puis le film Au-delà de cette limite. Ce film et cette installation Une seconde d'éternité, eh bien d'ailleurs, j'avais choisi ce titre pour le premier accrochage de la collection que j'avais réalisée à mon arrivée il y a 2 ans. Donc l'esprit de Marcel Brothers est là, d'une certaine façon, dans cette collection, dans ce lieu qui est absolument enchanté de vous accueillir. Et on connaît l'intérêt de François Pinault pour le travail de l'artiste, sa capacité sans arrêt aussi à faire dialoguer l'image statique, la poésie, l'image en mouvement. Et on sait combien d'autres œuvres que l'on a dans la collection. On peut penser aussi à Michael Hay, auquel on a consacré une exposition l'année dernière, ont été aussi inspirés par son état d'esprit, sa pensée, son art de façon globale. Donc, je ne vais pas être très longue. Je voudrais simplement vous dire, chère Maria Gillissen-Brothers et cher Constantin Brothers, que c'est une joie de vous avoir ici aujourd'hui, et puis de souhaiter la bienvenue à tous les participants, tous les lecteurs, toutes les lectrices de cet après-midi. Donc Bernard Blisten, Jacques Charlier, Jean-François Chevrier et Souffrant, mais nous avons Jean-Pierre Criqui, Elsa Werth, c'est pas grave, Constantin Brothers, nous avons également Caroline Bourgeois, Jérôme Gamme, et j'espère ne pas avoir oublié d'autres lecteurs, d'autres lectrices. Donc que l'esprit de l'artiste poète fuse cet après-midi, et je vous souhaite une belle après-midi à tous à la Bourse de commerce. Merci. Voilà. Bonsoir. C'est très aveuglant. On peut baisser ou diminuer, c'est si vous voulez lire. Je vais mettre la casquette plus basse. Voilà, c'est bon. Ça va aller? Ça va. Oui. Non, c'est bon comme ça, voilà.
Alors, bonsoir à tout le monde. Il y a 3 personnes ici qui ont connu le poète. C'est bien sûr son fils. Et puis, il y a Jacques Charlier, et il y a Bernard Blissen. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Pardon. Oui, moi, bien sûr, voilà. Voilà. Donc, très contente que vous soyez venus aussi nombreux. Et j'espère que la lecture des poèmes va vous plaire. Je connais que deux poèmes par cœur. C'est « Ô mélancolie, aigre château des aigles ». Et puis il y a un autre que je connais par cœur et qui dit « Je suis un boa, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un serpent ». Voilà, alors, Bernard, est-ce que toi tu vas parler maintenant ou est-ce que c'est Yola Minacci qui va parler maintenant? Bien sûr, alors moi j'ai connu le poète comme poète. Je l'ai rencontré étant poète et 2 ou 3 ans après, 2 ans, presque 3 ans après, il a donc ajouté la dimension artistique à la poésie. Et voilà, il y a Jacques qui est là aussi sur cette photo. On le voit, on le devine, n'est-ce pas, Jacques, derrière l'échelle. Bon, Yola, est-ce que vous venez? Donc, j'ai vécu donc avec lui comme poète pendant 2 ans. Comme je disais, avant qu'il ajoutait la dimension artistique. Et ça a duré encore 13 ans. Ça fait 15 ans en tout. Et c'était, voilà, la partie la plus heureuse et la plus intéressante et importante. Nous avons connu, je crois que Blissen, Bernard, vous et Jacques, donc vous êtes les seuls à avoir connu le Brotars. Alors je suis contente que vous soyez là tous les deux. Et est-ce que Jacques il va aussi dire un mot? Oui. Ben, j'attends de vous entendre après Yola. Merci. Bonsoir à tous. Pour ma part, quelques propos introductifs sur la poésie et l'œuvre de Marcel Brotars. Au commencement de sa recherche poétique, Marcel Brotars avait élu son atmosphère dans Baudelaire, dans Granville, dans La Fontaine. Il pratiquait à ce moment-là une poésie plutôt irriguée par un vers libre, un jeu de mise en scène. Et une petite anecdote, à l'âge de 22 ans, dans la liesse d'un Bruxelles d'après-guerre, il s'en va sonner à la porte de René Magritte afin de lui faire découvrir ses derniers poèmes, dont Le rêve d'un jeune homme malheureux ou L'anarchiste anodin. Et donc à ce moment-là, René Magritte retire de sa bibliothèque son propre exemplaire de Stéphane Mallarmé, Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, et l'offre à Marcel Brotars. Donc c'est Mallarmé qui scelle la rencontre entre les 2 monuments de l'histoire de l'art belge, donc Brotars et Magritte. Alors, si Brotars va considérer Mallarmé comme le père de l'art moderne, donc l'initiateur du renouveau de la poésie française, il dira même que c'est Mallarmé qui invente inconsciemment
l'espace moderne, Brotars, lui, va prolonger, va amplifier, va même étirer la poésie, ou je devrais peut-être même dire la structure poétique plutôt que la poésie, dans l'espace moderne, en le déclinant dans 22 disciplines dans son travail. Et dans cet espace brotarsien, le poème, parfois, il va être aussi de manière récurrente présenté de façon hermétique, comme l'objet d'une interdiction et qui se révèle comme une énigme pour le spectateur. Alors, je vais prendre des exemples rapidement que tout le monde connaît, même si je doute qu'il n'y a pas tellement de néophytes dans la salle. En 1964, avec la sculpture Pense-Bête, donc le texte du poème devient illisible, inaccessible, et face à l'intérêt et même au succès que remporte l'œuvre plastique, Brotars regrette. Il écrit « Aucun n'eut la curiosité du texte, aucun ne s'est ému de l'interdit ». En 1969, autre exemple, Brotars réalise ce film La pluie, que tout le monde, je pense, a vu. Et il écrit un texte sur du papier à l'encre et la pluie tombe abondamment et efface progressivement l'encre, l'écriture, donc le texte. Même procédé dans le film de 1972 Speaker's Corner, on voit Brotars dans Hyde Park avec un tableau noir d'écolier. Donc il écrit un texte et en même temps, il efface ce texte. Donc, les exemples dans son travail sont vraiment pléthores. Et on pourrait se dire que là, il ne s'agit pas du tout de poésie, il s'agit de films, il s'agit d'œuvres plastiques, sauf qu'il apporte une réponse, un code majeur dans une lettre à Jean Quérol en 1967. Donc, Jean Quérol qui est écrivain, résistant et je crois aussi éditeur. Et il lui écrit « Mon dessein est de partir d'une poésie littéraire pour aboutir à une poésie de l'objet. » Donc de la poésie littéraire à la poésie de l'objet, la poésie toujours demeure le moteur de la création et je dirais l'odyssée même de sa vie, même s'il décline sur plusieurs thématiques, comme nous le verrons un peu plus tard avec les autres intervenants. Donc, est résolument poétique, son travail est toujours un peu théâtre-laboratoire, il s'enclenche avec une multiplicité de paramètres à lire, à écouter, à regarder, et des paramètres qui interpellent chez nous différents phénomènes cognitifs, comme vous le verrez tout à l'heure, et ce, jusqu'à l'apothéose, donc la salle blanche, son métadiscours poétique et plastique, où les mots flottent enfin, donc sereinement, dans l'espace, sans rature, sans bifure, sans effacement. Donc, n'est-ce pas là, avec la salle blanche, un véritable temple dédié à la poésie dans l'espace moderne. Donc, la poésie est le sujet phare, et c'est pourquoi mon mari Constantin et moi, nous remercions bien vivement Maria Elena et toute son équipe, et aussi la Fondation Pinault, de nous accueillir pour célébrer le centenaire de Marcel Brotars, qui n'aurait pas été complet sans ce sujet, la poésie. Merci. Merci, chère Maria Guilissem Brotars, Yola Minaci Brotars, Emma Lavigne, pour cette introduction passionnante. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas en mon seul nom, mais en celui aussi de Julie Bawan, professeure d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Liège, et d'Annalisa Rimaudo, conservatrice au Centre Georges Pompidou. Car c'est ensemble que nous avons conçu et organisé cette rencontre littéraire. Alors, comment rendre hommage aujourd'hui à l'une des figures majeures de la néo-avant-garde littéraire et artistique des années 60 et 70? Comment rendre hommage
à un poète, artiste, qui a fait de la poésie elle-même un moyen d'expression artistique radicale. L'idée, née de réflexions et d'échanges avec Julie Bawan et Annalisa Rimaudo, développée aussi par la suite avec Maria Guilissen-Brotars, a été de réunir des professionnels du monde de l'art afin de donner voix à toutes les formes et manifestations de la poésie de Brotars, à savoir lyrique, linéaire, sonore et verbovisuel, de 1945 à 1970. La lecture de ces poèmes nous fera ainsi découvrir la richesse d'un imaginaire poétique à la fois autobiographique, hermétique et caractérisé par des animaux du zodiaque familiers et, je cite, indifférents comme la bête blanche et la bête noire. Inspiré par la poésie de Baudelaire et de Mallarmé, Marcel Brotars questionne la relation multiple et controversée entre le mot et l'image, l'original et la copie, la réalité et la fiction, à travers une œuvre riche en images poétiques qui n'a jamais cessé d'interroger l'art en tant qu'idéologie et pouvoir. Dans ses œuvres, l'écriture peint, les objets écrivent, et le film, je cite, c'est le prolongement du langage. Écrivain d'images et peintre d'alphabet, en 1957, Brotars dédie un poème cinématographique à l'art Merz de Kurt Schwitters, conçoit des peintures littéraires entre 1972 et 1973, et en 1969, il réalise l'image d'un coup de dé jamais n'abolira le hasard de Stéphane Mallarmé. Sous l'influence de renversements sociaux, politiques et culturels de 1968, est convaincu, je cite, qu'il y a une vérité du mensonge, Brotars inaugure en tant que directeur et conservateur le musée d'art moderne département des Aigles, un musée à la fois réel et fictif, qui interroge la notion du musée ainsi que le statut de l'art et de l'artiste dans la société, avec l'intention, je cite, de saisir la réalité et en même temps ce qu'elle cache. Si l'histoire et la critique d'art se sont depuis longtemps concentrées sur l'analyse de l'œuvre plastique de Brotars, il n'existe à ce jour que peu d'études qui mettent en lumière la richesse de sa production littéraire, qu'il s'agisse des poèmes écrits dans les années 1945-1960 ou des recueils tels que La Bête noire et Pince-Bête, ainsi que ses recherches dans le champ de la poésie verbovisuelle entre 1963 et 1976. Avant d'approcher les arts visuels, implantant dans le plâtre des exemplaires invendus de son dernier recueil de poèmes, Pince-Bête, Brotars était en effet poète, écrivain, journaliste, photographe et éditeur.
Il avait commencé dès 1945 à écrire des poèmes, des articles de presse, des comptes rendus publiés dans des revues littéraires et magazines d'avant-garde, tels que Le Ciel bleu, Le surréalisme révolutionnaire, Le Salut public, hebdomadaire de précision politique et littéraire, Journal des arts plastiques, EDA, Journal de Beaux-Arts et Fantomas. Les moules, les coquilles d'œufs, les méduses et le bestiaire figurent parmi les images les plus récurrentes et significatives de son univers poétique, du début des années 1960. Tandis que le pipe, les lettres de l'alphabet, les virgules, les points d'exclamation et les formes géométriques caractérisent ces poèmes industriels. Des poèmes verbovisuels fabriqués en plastique thermoformé. Les revues de poésie expérimentale Labris et Geiger ont également remarqué les activités multiples de Brotars dans le domaine de la création littéraire, en publiant respectivement en 1970 et 1972 deux photographies réalisées par Maria Gilissen, montrant Brotars séchant des lettres de l'alphabet en argile sur un séchoir dans le jardin du musée d'art moderne département des Aigles. Section 19e siècle, et une image de l'œuvre multimédia, Le corbeau et le renard. La lecture de ces poèmes par des personnalités de la scène artistique internationale nous fera découvrir la richesse d'une histoire qui dialogue avec le langage subversif. Comme Brotars l'a déclaré lors d'un entretien avec Freddy Devray en 1974, je cite, « La poésie trouble les codes avec lesquels on élabore des explications. Dans la mesure où la poésie reste inexplicable, elle dérange les habitudes en vigueur, dans un monde où l'on essaie toujours de tout expliquer et où l'on veut toujours et partout mettre de l'ordre. L'île sonnante, projet pour un film, 3 poèmes de l'île déserte, Le roi midi, 4 recueils de poèmes et un catalogue d'exposition sont parmi les œuvres au cœur de cette rencontre littéraire. La recherche sonore et verbovisuelle menée par Brotars au cœur des années 60 et 70 sera mise en lumière avec un hommage particulier à une sélection de poèmes lyriques récités par Brotars. Au poème Le dé est plus grand que le thé, Le corbeau et le renard, aux œuvres Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, L'alphabet est un dé à 26 faces, série en langue française, 9 peintures sur un sujet littéraire, Rubens, ainsi qu'à 3 poèmes industriels, Académie 2, Téléphone, Loi, l'aile. Pour terminer, nous voudrions remercier nos invités, bien sûr, mais aussi Maria Gilissen-Brotars, Yola Minashi-Brotars, Constantin Brotars, Emma Lavigne, Cyrus Goberville, Louise Guérin, ainsi que tous les personnels de la Bourse de commerce. Merci aussi pour leur soutien à Stéphanie Pécourt, représentée aujourd'hui par Ariane Skoda, ainsi qu'à Stéphane Woda,
grand collectionneur d'art contemporain, président du groupe WODA à Liège. Il est représenté aujourd'hui par Georges WODA. Enfin, nous exprimons notre gratitude à l'artiste et photographe Hubert Renard, à Lotte Becquet et Raph Follert, comme au Wills, Jeunesse et Arts Plastiques, et à la Cinémathèque de Bruxelles. Merci surtout à vous tous d'être présents aujourd'hui. Bonne écoute. La lumière manifeste. La lumière manifeste. Quel fou. La lumière manifeste. Peintres, déchirez votre toile, ce sont des cartes postales. Musiciens, brisez vos violons, ce sont des chats. Sculpteurs, brisez vos statues, ce ne sont des poussières. Hommes et femmes, hommes et enfants, femmes et oiseaux. Les artistes vous ont trompé, les poètes vous ont menti. Ils vous ont donné un nom, ils vous ont donné des lois obscures. Ils vous ont dit morale, ils vous ont dit couchez-vous. Enfants et boissons, écoutez, écoutez. Ce film est à entendre. Écoutez la lumière manifeste. Tout le passé n'était que prophétique. Et le monde va commencer dans 10 secondes. Levez-vous. Levez-vous. La lumière est manifeste. 1. Morale. 2. Certaine. 3. Facile. 4. Heureuse. 5. Comique. 6. Cosmique. 7. Tonnante. 8. Bruissante. 9. Complète. 10. Incomplète. Elle parcourt tous les paysages et tous les livres, toutes les rues et toutes les maisons. Je souhaite dédier cette petite lecture à Maria, que j'aime et que je respecte. L'île sonnante. Je peux la voir se coucher. Je plante un cerisier dans son lit et ratisse les allées autour de son sommeil. Elle dormira en rêve sous les noisetiers qui poussent au milieu de la rivière. Je connais Robinson Crusoe qui avait taillé son île à la hache. Les sonneries tintent dans le bureau désert et je serai un noyer glacé qui tombe d'un arbre vert le jour de son mariage. Coiffé de voile blanc, j'avancerai vers le soleil, un bouquet de fleurs d'oranger à la main. Elle dort. Dans ses cheveux, qui servent de corde raide à des équilibristes cocasses, se glissent des citrons pendant que je suis un magicien, coincé entre deux portes qui se voient dans l'armoire à glace du fond. La porte s'ouvre, il pleut dans l'armoire, et je tiens un discours avec la mort surmontée d'un chapeau pointu d'astrologue. Ô les rivières de crayon, et la haute mer et la haute montagne où des croix se brisent, je brandis des tisons, je jette des bouteilles d'essence sur la foule enflammée,
Oh, tout ce rouge me couvre de gloire et de pourpre dans un salon disparu sous les housses qui s'enfoncent dans le sol. Une potiche s'écrase au plancher. Des bulles d'excommunication tapent doucement le plafond comme des ballons mousse. Projet pour un film. Une mouche a pénétré dans le paysage immobile. Les feuillages frémissent à son passage, les oiseaux ressuscitent et brusquement le moulin à aube s'est remis à tourner. L'école est lâchée, le professeur, chancelant, s'engouffre dans un buisson. 3 poèmes de l'île déserte. On rencontre des Indiens, son père, sa mère. On rapporte les continents disparus derrière l'horizon pour créer une vie en profondeur. Un soir, en rentrant chez moi, comme je montais les escaliers, les formations parasurréalistes glissaient de l'autre côté de la rampe et sur le dernier palier était assis Johnny Joes qui philosophait tout seul. Un bossu émergea de l'étang et vint, son nez à ma porte. Une rage terrible me commanda d'écraser sa bosse. J'en tirai plusieurs seaux de chlorophylle avec laquelle je peignis mon intérieur et la face de ceux que je rencontrais. Le Nisorèvre apporte ses châteaux arrière en bois de chêne, comme ceux des anciens vaisseaux. Ils me font l'effet d'un balancement au-dessus d'une imagination désertique. Le roi Midi. Le roi Midi a faim dans son palais perdu. Les cuisiniers font grève. Il n'y a plus rien à manger que les petites princesses au cœur tricoté d'azur. Tout seul dans son palais, le roi Midi digère. Évolution ou l'œuf film. Une plus belle forme que la coquille d'œuf? Non. Si, la coquille de moule, la coque. 2 formes complètes, équilibrées, riches en germes. 2 formes égalitaires. Mais laissons les moules pour un autre fil. La mer, plan de vagues, soleil, peint sur de lait cru. Le soir, paysage nocturne, étoiles, objet. Objet formé à l'aide de coquilles. Objet en œuf, représentant le monde et les étoiles. Peindre, construire, travailler. Référence aux estampes de Bosch, de Bruegel et au tableau de Magritte. Ces jeux chevauchés, ces œufs habités, ces œufs qui trompent l'œil et ravivons les poètes de nature maudite. Tout est œuf. Le monde est œuf. Le monde est né du grand jaune, le soleil. Notre mère, la lune, est écailleuse. Et le ventre d'une vague d'eau est blanc. En écailles d'œuf pilé, la lune, poussière d'œuf, les étoiles, tout œuf mort. Éperdus les poètes, en dépit des gardes, ce monde, soleil, cette lune, étoile de trains entiers, vides, d'œufs vides. Ici des ressorts, des rouages pour un paysage nocturne, une mer de réveil matin, le soir, toujours ici.
question financière mise à part, et cette recherche d'iceberg qui ont forme de coquille et le mât. Ah, de longs voyages, des attentes, l'œuf plein et la cervelle finie bien qu'encore tragique. Ah, con. À nouveau la mer, mais revue avec artifice. La mer sous l'eau, rien que la couleur afin qu'elle soit plate comme l'écran. Alors, pas de vagues, mais des tranches de marbre. Et puis des œufs entiers que l'on regardera avec des lunettes spéciales au verre rouge et blanc, je crois, qui donnent l'illusion du vide. À l'aventure. Si tu regardes trop dans la glace, disait ma mère, tu verras le diable et tu deviendras comme lui. Sur les bords biseautés du miroir, je voyais 2 fois 2 yeux allongés en partance sur un radeau de verre. Ma mère est au loin maintenant, assise sur les petits et les grands bancs de sable. Le bleu de son tablier et le grenat de ses bas se confondent avec les couleurs de l'eau. Sur les vagues brillantes, je traverse le miroir d'aujourd'hui vers le monde du matin. Je songe, je voyage. L'âne tambour. Une maison de paille, un peu d'eau, un pan de ciel, un mur, et sous moi, la terre, qui est ma mère, perdue de solitude. J'ai toujours été gibier, comme le lièvre aux longues oreilles, je suis craintif. Mon ombre est immense. Midi. Le roi. Midi a faim en son palais perdu. Les cuisiniers font grève. Il n'y a plus rien à manger, sauf les petites princesses au cœur tricoté d'azur. Seul en son palais d'oubli, le roi se dort et digère. Tout est losange aux tables de midi. Au pays de l'horloge. Minuit, en ses beaux habits à tuyaux, sonne à la porte de la forêt. La lune traîne derrière elle un grand nuage blanc qu'elle appelle son chien. À son doigt, une bague d'écorce éclaire le cœur des chênes. À la fée noire. Dans la forêt de la musique, il y a un petit violon, la racine des arbres.
un silence s'achève au bout d'un fil d'air que battent les tambours du roi. La réalité. Toi, rire, toi, voyager à l'étoile, belle à faire peur dans l'univers des nombres. Elle, la liberté. Hurrah, hurrah, hurrah. Nuages en cheveux attachés ensemble par des mâts. Une encre à la lumière. L'herbe. Les siècles se sont rangés dans une boîte d'allumettes. J'achète. J'ai une pièce de 8. Le soleil est bleu à la fenêtre de l'étoile. Minuit danse avec la fée en vrille. Un peu de verre à l'oreille, je rêve à l'alphabet. Je vous remercie. J'ai désiré fuir le passe, aimer l'au-delà, je ne sais. T'aimer comme tu es, foncièrement différente, là où tu n'es pas. Foncer dans la nuit au secret végétal. Foncer au bord bleu de tes paupières fermées. Est-ce le temps de voyager? La lumière est partout. Sa pureté est barrée. La route est ouverte. L'ombre surveillait mon écriture avec des yeux très noirs. Elle se tenait bien droite, sévère. J'entendais rouler ses feuillages, ses bras, ses oreilles. Et j'ai lavé son miroir avec du poison. Puis je l'ai léché, puis je me suis coupé la langue pour ne pas mourir, pour voir. J'ai attendu longtemps. J'ai attendu longtemps. Il y a eu 2 guerres. Il y a eu 2 famines. Mon père est mort à côté de moi. Ma mère est morte à côté de moi. Dans beaucoup de fumée, dans peu de cendres. Mes yeux étaient noirs, mais j'ai attendu. Ils avaient promis, et je ne les ai pas oubliés. Ils étaient très petits, ils avaient des lunettes. Je ne pouvais pas les sauver. Je ne pouvais pas bouger. J'étais dans beaucoup d'eau, dans trop d'eau. Elle s'avançait comme un loup, comme une fillette en pleurs, comme un soldat dans une tranchée de vlare, comme un gendarme à cheval de frise, comme un régiment avec ses masques d'officiers et ses drapeaux merdoyants. J'entendais leurs tambours, j'entendais leurs fifres, j'entendais leurs bottes. Rarement, elle montrait ses bras décharnés, où les oiseaux ne perchaient pas longtemps, lourds comme des pierres. Ils cravaient les villes, et la foule pleurait sans enfants. Les rues et les places étaient toutes blanches, on ne vivait plus. Les lumières sortaient de milliers de bouches à nourrir. Le ciel grand ouvert se déversait comme un torrent. Ce n'est pas ça la lumière, ce n'est pas ça la lumière. Ce n'est pas sous le soleil que je suis né. Un matin, après si longtemps, s'est levé un champ de blé tout vert, et j'avais faim. Musiciens, brisez vos violons. Hommes et femmes, hommes et enfants, ils vous ont dit morale, couchez-vous là. Les artistes vous ont trompé, les poètes vous ont menti, ils vous ont donné un nom, ils vous ont donné des voix obscures. Enfants et poissons, écoutez, écoutez bien, les paysages ne sont pas libres. Il y a peu de livres. C'est nouveau, la lumière tonne, et les yeux ne voient pas clair.
Voilà, alors vous aurez remarqué que nous sommes deux et que nous ne sommes pas Jean-François Chevrier, mais Julie Baouin et Constantin Brotars. Nous le remplaçons au pied levé et avec plaisir. Le Zodiaque dans La Bête Noire, 1961. Perdu de solitude, j'ai toujours été gibier. Je suis craintif, comme le lièvre aux longues oreilles. Mon ombre est immense. Tristesse, envol de canard sauvage. Mélancolie, aigre château des aigles. La Bête Noire dans La Bête Noire, 1961. Une aile goudronnée, une nageoire en tôle. A-t-elle deux ailes, deux nageoires? Elle n'aurait qu'une seule dent, tranchante comme une perforatrice, selon les blessures qu'elle laisse après son passage. Elle a quelque chose du distributeur automatique. Son intérêt à l'égard du mouton est passionné. Le mouton n'inventa pas la foudre, mais la Bête Noire inventa le mouton de marbre. Sa puissance se mesure à l'intensité de terreur qu'inspirent les moutons de marbre rangés en colonne. De marbre ou de chair, 10 unités par jour et par troupeau ont perdu leur cervelle. Qui a pratiqué ce petit trou? Mais si la Bête Noire profile ses ombres dans la lumière, chaque mouton devient nuage. Son cœur bat le tonnerre. Le mouton est une brave bête, en somme. Il se croit volontiers influencé par les signes du zodiaque. Il se prend facilement pour un canard, un éléphant, un rat ou un singe. Ça l'amuse. Peu importe. Le troupeau serre ses dents devant la nuit. La Bête Blanche dans La Bête Noire, 1961. La mère, une salière, la coupa en 2 parties égales. On la recolla, mais à la chaleur, elle se défait. Chair et poisson. Ces arêtes sont si tranchantes qu'elles peuvent raser une tête. Vite de la colle. Ange sans ailes. Elle vole au travers d'un jour sans lendemain. Quoi? Un ange? Le père est bigame, déclassé malgré un air poivrier. La Bête Blanche l'a divisé en triangles équilatéraux, en carrés, en losanges. Oiseau, tambour ou major? Elle chante les poésies. Elle est drôle. Le rhinocéros dans La Bête Noire, 1961. D'humeur versatile, il charge les oiseaux. La plupart avec la brusquerie d'un dentiste qui attaque le mal des impressions d'enfance. Il charge le vent à sa racine. Il fait l'ombre, mangeur d'étoiles. Le chameau, dans La Bête Noire, 1961. J'ai pris un bain dans la mer taciturne, j'ai dormi dans la nuit paralytique. J'ai suivi le chameau de sable sur les pistes du désert. J'ai fait le tour du monde. Une bosse pour les billets de banque, une bosse pour les télégrammes. L'autruche, dans La Bête Noire, 1961. Coup tragique de foudre, né de père mirage et de mère angoisse. Désespéré avec ce coup de couleuvre. Seulement lui parler du bord de la mer, seulement la nuit. Ne jamais la réveiller le matin, sinon le matin disparaît pour toujours. Le singe dans La Bête Noire, 1961. Les mains au bout des jambes, les pieds au bout des bras, les pieds au bout des jambes et les mains au bout des bras. Il n'existe pas de situation qu'il ne puisse rattraper. En fait, le singe marche par tous les côtés et partout. Quand il joue du piano à 4 mains, ses mains vont et viennent avec une rapidité qui efface la main du singe, la main qui dort, la main anticouleur, une main d'or bleu. Il peint 4 tableaux à la fois. C'est alors un triomphe, car chacun correspond à une exigence. Le public tyrannique lui laisse trop peu de liberté. Il doit satisfaire son instinct, se jeter tête première contre la porte de sa cage. Besoin de solitude, sans malice.
La formule du poisson est féroce, 1961. La formule du poisson est féroce. C'est un cube, une boule, une pyramide ou un cylindre obéissant aux lois de la mer. Un cube bleu, une boule rouge, une pyramide blanche, un cylindre blanc. Ne bougeons plus. Silence. L'espèce se dilate et fait mouvement. Un cube vert, une boule bleue, une pyramide blanche, un cylindre noir. Comme les rêves dont on ne se souvient pas, ils nagent ailleurs dans un monde où requin, couteau, cuisinier sont des synonymes. Un cube blanc, une boule blanche, une pyramide blanche, un cylindre blanc. La lumière est contre le tableau noir. La lumière est une craie. Je dessinais un poisson en commençant par l'arête. Il devenait un oiseau qui se perdait tout aussitôt. Je me décidais alors pour un monstre, une sorte de chien qui me ferait rester fidèle. Mais je me masquais dans les abîmes. Je me servais sans le savoir de craie de couleur. Je devenais moi-même tout blanc. Je ne dessinais bientôt plus qu'avec du noir. Je ne dessinais personne, et cela me rendait très triste. Alors, à nouveau, j'ai dessiné, très vite, avec mon doigt, avec ma main, avec mon poing. Puis j'appelais mon aviricole, j'appelais ma voix, j'appelais du monde sur les hauts grenats et les sinistres rouges, vers plusieurs fantômes, au geste départ, animés sourdement par le désir et par la rancune. J'envoyais alors des signaux plus mystérieux, de la neige au large à grands coups de canon. Les oreilles arrachées, j'entrais dans une mer et j'écrivais longuement des lettres silencieuses. J'écrivais à la terre de venir me chercher. De très vieux navires montaient en surface, le bord rempli de seins de terreur. Mais je ne les voyais plus. J'écrivais avec une craie, appliquée à trouver une pensée que l'on voudrait aimer, une pensée qui fasse plaisir et que peut-être la terre voudrait connaître. Les poèmes que je vais lire sont extraits de Pense bête, paru en 1963. Le perroquet. On appelle les renforts, on tire. Il riposte à coups de brume. Déjà, il crie d'un autre monde. Il se gonfle. Il va passer. Il répète « Vive la liberté !» Répète « Vive la liberté !» Vive la liberté !» La liberté. Liberté. Le lama. Il descend une pile de montagnes au revers du paradis, de face et de profil. Les fleurs parlent. C'est le désert. Tuez les chiens. Jetez-vous dans les rivières. Ce ne sont que châteaux et tours noirs. Le cancrelat et le boa. Enfin, je vois clair en moi-même. J'ai peur d'être vu. Je suis un boa.
C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un serpent. Le porc, ces morceaux précieux, côtelettes, jambon, tête, foulard en porcelaine, oreilles sur le groin de l'étal, je lis dans tes yeux minuscules un livre enfantin. Le chat et le serpent de mer. Les animaux ne pensent pas, ils n'appartiennent pas au genre humain, ils ignorent la fable. Je vis sans moralité, dit le chat, j'ai une souris dans la peau. Je me repens dans un soupir, ah, c'est le bout du monde, ah, sur l'eau trouble, je vois un monstre, ah. Le lézard, je veux inventer la stupéfaction, dit-il, et il disparaît avec son idée. Alors, je vais lire également des poèmes issus du recueil Pense-Bête. L'araignée, encore à tourner autour d'elle-même. Arrosée d'un parfum ce cou plein de regrets, la nuit est de lard bleu. Les gens parlent bas. Le bas bleu et la puce. Elle tricote, mémoire déserte. Les mailles sautent. Elle pleure. Combien de vagues sur la mer? Elle n'a que 10 doigts. Elle se tait, chemise ouverte. Elle regarde les étoiles. Elle compte. Tu m'égares, lui dis-je. Je suis l'autobus, je tourne. Je suis le volant. Je suis ton oreille. Je suis le feu rouge. Et maintenant, la rose infernale. Alors elle s'est tue. Une saute d'humeur, elle est très susceptible. La raie et les poissons. Nuageuse, elle rêve, dans son lit bleu, et s'accoude à la balustrade des gorgones. Maquereau, je lance l'éclair à ses yeux, un peu de Gulfstream perle. Mangez-vous les uns les autres. La mer éclate, ils sont faux. La moule. Cette roublarde a évité le moule de la société. Elle s'est coulée dans le sien propre. D'autres, ressemblantes, partagent avec elle l'anti-mère. Elle est parfaite. La méduse. Elle est parfaite. Pas de moule, rien que le corps. Grenade sertie de sable. Baiser pur où les lèvres ne s'abîment. Mariée, toujours mariée en paroles éclatantes. Cristal du mépris enfin précieux, ce crachement vague, vague. L'oiseau et l'escargot. Mon cœur perdu fait le busard. Et il n'y a ici que poitrine creuse. C'est le matin d'un grand jour. La cité bave de lumière. Quelle est longue la rue de travers. Le finirai-je ce soir, le tour de mon île? Voici la nuit. Ô toi, ma coquille. Le coquelicot et la rose. Ah, jour parfumé, je t'embrasse. Où s'asseoir? Un si beau velours, le pain n'est pas cuit. Peu importe, nous partageons le sang des fleurs.
Le monde s'est fané le temps de la promenade d'une larme. Oui, Major, Marie est couchée là, sous les fumées. Poule, 1961. Le calcul de la poule n'est pas si mauvais. 1750 plus 500 plus 375 plus 45 225, 47 500. Le calcul de la poule n'est pas si mauvais. 1250 plus 750 plus 275 plus 45 325, 47 500. Le calcul de la poule n'est pas si mauvais. 1750 plus 350 plus 500 plus 175 plus 45 455, 47 500. Moi, je dis je, moi, je dis je, le roi des moules. Moi, tu dis tu, je tautologue, je conserve, je sociologue. Je manifeste manifestement au niveau de mère des moules. J'ai perdu le temps perdu. Je dis je, le roi des moules, la parole des moules. Au niveau de mère des moules, j'ai perdu le temps perdu manifestement. Je manifeste, je sociologue, je conserve, je tautologue. Tu dis tu. Moi, la moule des rois, je dis je. Moi, je dis je, moi. Moi, je dis je, moi. Je dis je, le roi des moules. Moi, tu dis tu, je tautologue, je conserve, je sociologue. Je sociologue, je tautologue, je conserve, je tautologue, je sociologue. Manifestement. Je manifeste sur la mer des moules. J'ai perdu le temps. Je dis je, moi, le roi des moules, la parole des moules. Moi je dis je, moi je dis je. Toi tu dis tu. Le roi des moules, la reine des moules. Je tautologue, je conserve. Je ne sociologue plus. Je manifeste peu au niveau de mer. J'ai perdu. Je dis je, le roi des moules, la parole des autres. D'autres paroles pour le roi des moules sur la mer des moules. J'ai perdu le temps. Perdu. Je manifeste manifestement. Je sociologue, je conserve, je tautologue. Tu dis tu. Moi tu dis tu. Tu dis tu à moi. Moi je dis tu à toi. Moi je dis je. Moi je dis je, le roi des moules. Moi tu dis tu. Je tautologue, je conserve. Je sociologue. Tout objet est victime de sa nature. Même dans un tableau transparent, la couleur cache la toile et la moulure le cadre. Un objet est invisible quand sa forme est imparfaite. Par exemple, l'œuf et la moule, les frites. Tout objet est victime de sa nature. Même dans un tableau transparent, la toile cache la couleur et le cadre la moulure. Tout objet est victime de son emploi. Même dans un tableau transparent, la toile cache le cadre, la couleur, la moulure. Tout objet est victime de sa nature. Même dans un tableau transparent, la couleur cache la toile et la moulure le cadre. Un objet est invisible quand sa forme est parfaite. Exemple, l'œuf, la moule. Tout objet est victime de sa nature. Même dans un tableau transparent, la couleur cache la toile et la moulure le cadre. Tout objet est victime de sa fonction. Même dans un cadre transparent, le tableau cache le spectateur et le spectateur le cadre. Moi je dis je, moi je dis je. Le roi des moules, moi tu dis tu. Je tautologue, je conserve,
je ne sociologue plus, je manifeste. À aucun niveau, ni mer, ni moule. Je n'ai perdu que le temps. Je dis je, le roi des moules, la parole des moules, pour gagner du temps. Pour gagner du temps, la parole des moules, au roi des moules. Je dis j'ai perdu le temps, perdu je l'ai. Au niveau de mer, du voyage, manifestement, j'ai manifesté. Je sociologue. Non, je conserve. Non, je tautologue. Oui. Moi, je dis tu. Tu dis tu. Moi, je dis tu. Le roi des moules. Moi, je dis je. Moi, je dis tu. Un coup de dé. Poème, œuf. Tout est œuf. Le monde est œuf. Le monde est né du grand jaune, le soleil. Notre mère, la lune, est écailleuse. En écaille d'œufs pliés, la lune. Poussière d'œufs, les étoiles. Tout œuf mort est perdu. En dépit des gardes, ce monde soleil, cette lune, étoile de train entier, vide, d'œufs vides. Théorème. Une moule cache un moule et vice-versa. La pipe de Magritte est le moule de la fumée. Une fabrique est le moule ancien de la fumée. Tout objet est victime de sa nature, même dans un tableau transparent de la couleur cache la toile. Et la moulure, le cadre. Un objet est invisible quand sa forme est parfaite. Exemple, l'œuf, la moule, les frites. Le perroquet. Un moule cache un moule et vice-versa. La pipe de Magritte est le moule de la fumée, une fabrique est le moule ancien de la fumée. Tout objet est victime de sa nature, même dans un tableau transparent, la couleur cache la toile et la moulure le cadre. Un objet est invisible quand la forme est parfaite. Exemple, l'œuf, la moule, les frites. Le D est plus grand que le T, 1967, pardon pour les dates. Le D est plus grand que le T. Tous les D doivent avoir la même longueur. Le jambage et l'ovale ont la même pente comme dans A, modèle, le chien, le renard, Kokelberg, les cris, les mains, l'orchidée, l'architecte, les pattes, les mains, Paris, la fourberie, les voix, les gris, le caractère, l'imprimé, l'imprimeur, l'agora, le bleu, le rouge, le... ainsi de suite. Le corbeau et le renard, 1967. Le corbeau et le renard, le corbeau sonne. Le peintre est absent, le renard sonne. L'architecte est absent, même jeu. Le corbeau et le renard sont absents. Je me souviens d'eux, mais à peine. J'ai oublié les pattes et les mains, les jeux et les costumes, les voix et les cris, la fourberie et la vanité. Le peintre était tout couleur. L'architecte était en pierre, le corbeau et le renard étaient des caractères imprimés. Le système D, il y avait du chien jusque dans la foule. Il pleuvait sur l'agora était bondée. Il y avait un chien vert, un chien rouge, un chien blanc, un chien noir et bleu de caractères imprimés. Mais je me souviens d'eux, mais à peine. Le regard sonne, le corbeau sonne. Merci. Un coup de dé. Jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit que l'abîme blanchit, étale, furieux, sous une inclinaison, plane désespérément d'ailes, d'assiette, par avance retombée d'un mal adressé le vol et couvrant les jaillissements, coupant au ras les vols. Très à l'intérieur
intérieur résume l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, jusqu'adaptée à l'envergure, sa payante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. Le maître, hors d'anciens calculs, où la manœuvre avec l'âge oublié, surgit inférent de cette conflagration à ses pieds de l'horizon unanime, que se prépare, s'agite et mêle au point qu'il étreindrait, comme en menace, un destin élevant, l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Esprit pour le jeter en la tempête, en repoigner la division et passer fier. Hésite, cadavre par le bras, écarté du secret qu'il détient. Plutôt que de jouer en manière chenue la partie au nom des flots. Un, en veille de chef, coulant barbe soumise. Naufrage cela, direct de l'homme, en est, n'importe, ou vanne, ancestralement à m'ouvrir à la main crispée, pardonna l'inutile tête. Lègue en la disparition, à quelqu'un ambigu, l'ultérieur des monts immémoriaux, ayant de contrée nulle, induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité. Seul vit son ombre puérile, caressée, polie et rendue et lavée, assouplie par la vague et soustraite aux dures eaux perdues entre les ais. Née d'un ébat, la mer par l'aïeul tentant ou l'aïeul contre la mer, une chance oiseuse. Fiançailles dont le voile d'illusion rejaillit Laurentine, ainsi que le fantôme d'un geste. Chancellera, s'affalera, n'abolira, folie. Comme si une insinuation simple au silence enroulé avec ironie, ou le mystère précipité, hurlé, dans quelque proche tourbillon d'hilarité et d'horreur, voltige autour du gouffre, sans le joncher, fouille, et renverse la Vierge Annie. Comme si, plus solitaire et perdu. Sauf que la rencontre où les fleurs une toque de minuit et immobilise au velours chiffonné par un esclavement sombre, cette blancheur rigide, dérisoire, en opposition au ciel, trop pour ne pas marquer exiguement quiconque, prince amer de l'écueil, sans coiffe comme de l'héroïque, irrésistible mais contenu par sa petite raison virile, en faux brun. Soucieux, expiatoire et pubère, muet, rire, que si la lucide et seigneuriale aigrette au front invisible de vertige, scintille, puis ombrage, une stature mignonne ténébreuse, debout en sa torsion de sirène. Le temps de souffleter par d'impatientes coelles de victimes, bifurquer un roc, faux manoir, tout de suite, évaporé en brume, qui imposa une borne à l'infini. C'était le nombre issu stellaire. Exista-t-il autrement qu'hallucination et par d'agonie? Commença-t-il et cessa-t-il, sourdant que l'idée clos quand apparu? Enfin, par quelque profusion répandue en rareté, se chiffra-t-il? Évidence de la somme pour peu qu'une. Illumina-t-il? Ce serait pire? Non. Davantage ni moins, indifféremment mais autant. Le hasard, soit la plume suspendue dans ce livre, aux écumes originelles. La guerre nous sursauta son délire jusqu'à une cime, flétrie par la neutralité filant que le gouffre. Rien de la mémorable crise où ce fut l'événement accompli en vue de tout résultat nul, humain, n'aura eu lieu, élévation ordinaire vers la fin, que le lieu, inférieur que la petite quelconque comme pour disperser l'acte vide, abruptement, qui sinon, par son mensonge, eût fondé la perdition dans ces parages du vague, en quoi toute réalité se dissout. Excepté à l'altitude, peut-être aussi loin qu'un endroit fusionne avec au-delà.
Or, l'intérêt, quant à lui, signalé, en général, selon telle obliquité, par telle déclivité de feu, vers, ce doit être, de septentrion au nord, une constellation, froide d'oubli et de désuétude, pas tant qu'elle n'énumère sur quelques surfaces vacantes et supérieures leurs successifs, sidéralement d'un compte total en formation, ayant, doutant, roulant, brillant et méditant, avant de s'arrêter à quelque point dernier qui le sacre, toute pensée et met un coup de dé. D'après motif, 7 impressions au micro. Oua. Elle. Elle. On voit l'aile comme ça, on voit l'oua. Comment? Non, je dis on voit ça fait la voix, la elle, elle. Mais on le voit où tout ça? On le voit où on lit? Ça a l'air d'être en écolier là, en bleu roi, bien arrondi dans les lins, les déliés comme ça. Oui, c'est ça, on voit un cube, une sphère, une pyramide obéissant aux lois de la mer. Un cube, une sphère, une pyramide, un cylindre. Un cube bleu, une sphère blanche, une pyramide blanche, un cylindre blanc. Ne bougeons plus. Silence. L'espèce défile les yeux bavards. Un cube vert, une sphère bleue, une pyramide blanche, un cylindre noir. Comme les rêves dont on se souvient peu. Monde où requin, couteau, cuisinier sont synonymes. Un cube noir, une pyramide noire. Académie 2. Une sphère et un cylindre noir. Je préfère clore les paupières et entrer dans la nuit. L'encre de la pieuvre décrira les nuages et la terre lointaine. Une sphère jaune, une pyramide jaune, un cube jaune qui fond dans l'eau, l'air et le feu. On lit du plastique blanc en fait, là, thermoformé, comme des plaques. De l'impression typographique aussi sur toile. Opalescent, on dirait couleur lait, plâtre, braille en fait, quoi, non? Ou alors en plomb, en pièces d'imprimerie aussi bifaces comme ça, bicolores, non? Mais vous êtes fait pour... vous êtes là, pourquoi vous... Je suis fait pour enregistrer les signaux, dit-il, dans le blanc. Je suis un signal, Objet, métal, esprit. Objet, métal, esprit. Oui, je suis fait pour enregistrer les signaux. Je suis un signal. Je. Objet, métal, esprit. Objet, métal, esprit. Je suis fait pour enregistrer les signaux. Une histoire de renard, de peintre absent, de corbeau aussi, d'architecte.
L'architecte est absent. Tout le monde est absent, visiblement. J'ai oublié les pattes et les mains, écrit-il en noir sur fond blanc. Les jeux, les costumes, les voix et les cris, la fourberie et la vanité. Une histoire de caractère aussi imprimée de système D. Il y avait du chien jusque dans la foule, écrit-il en majuscule thermocollé. Pleuvait sur l'agora. L'agora était bondée. Il y avait un chien vert, un chien rouge, un chien blanc, un chien noir et bleu. Il s'en souvient à peine. Une histoire de jambage, de D plus grand que le T, qui ont la même pente en fait, comme dans un A, imprime-t-il. Des frites aussi, des œufs. Des frites. Regardez. On voit 1972, inventaire 11, 53, 1. 9 toiles. Impression typographique sur chaque toile, film en 16 mm, noir et blanc, durée 2 minutes 30. Toile non signée, certificat de 2 pages écrit à la main par l'artiste, avec signature, lieu et date. MB, Paris, 29 octobre 1972. Description des toiles, du film et instructions pour l'accrochage. Dimension, 80 par 100 cm, chaque toile. Origine, acquis en vente publique à Sotheby's, London, 29th of June 1994, numéro 50. Copyright, The Estate of Marcel B., care of Sabam, Belgium. Série en langue française, 9 peintures sur un sujet littéraire, ça s'appelle. 1972. Mais oui, mais là, vous nous le montrez sous quel angle, à partir de... C'est des histoires de Paul Valéry, de René Magritte aussi, de Charles Baudelaire, d'André Gide et d'autres. À base de il copie, il boit, il parle, il écrit aussi, voire il peint. Mais oui, mais on lit tout ça ou on le... Il y a plein de dates aussi, de mort et de naissance, presumably. De quoi? On voit Pétrus. Regardez. On voit Pétrus aussi. Pétrus, Paulus, Rube 1973. Typographische Drukopdruk. Dit werk maakt der Louis van. This work is part of cette œuvre fait partie de la série On voit. On voit 9 panneaux de 80 par 100 cm chacun en toile, accrochés par rangées de 3 comme ça, bien rapprochés, tenus sur le mur au moyen par des bleutés, grisés, pretty faint in fact. On voit Pétrus, Paulus écrit sur chacun d'entre eux, quasiment des dates aussi au bas. Chaque fois la même, 1577, 1640. Et puis un mot en flamand, à chaque fois différent, bien centré. C'est très sobre. Ça bouge, on a l'impression que ça bouge à se répéter, sans bouger. Ça remplit, alors que c'est quasi vide. On ne sait pas si on voit ou si on lit, on voit. Les toiles, c'est du carton, ça a l'air d'être en carton, sont très rapprochées en fait. On dirait des pierres tombales, une épigraphie, un épitaphe, un millésime, une épiphanie. Oui. Voyons ce que ça fait en... Essayons... Voyons. Mettons qu'on voit... On voit Johannes Vermeer maintenant, à la place de... Et puis 1632, 1675, au bas de chaque panneau également. Sur le premier, en haut à gauche, en boldonie bleu, bien centré, on voit Het Glas Wien, en plus petit. Sur le panneau d'après, même rangé, on voit Aarde. Et puis The Melkan, à la fin de la première rangée. The Tulband, au début de la seconde. Et puis sur le panneau central de la rangée, au milieu, rien que le verre de vin, le globe terrestre, le pot à lait,
le turban, la lettre, la perle et la fenêtre, répartis symétriquement en petits caractères en plein centre des 3 colonnes, avec 2024 inscrit en rouge un peu vers le bas. Après ça vient un autre panneau, comme au début, avec The Brief dessus, et puis The Barrel sur un autre, et Headram sur la dernière rangée, avant le tout dernier panneau en bas à droite, où on lit Ferdinand Boll cette fois, imprimé en Dorchester et 1616-1680 en bas. Mais c'est de lui tout ça, j'ai l'impression que vous avez changé des trucs là, vous êtes sûr que... Oui, c'est de lui d'une certaine façon. On voit du bleu, du jaune, du noir, du rouge, du plissé, du drapé, de la lumière surtout, sur du grès, de la soie, du papier, un visage, de la lumière un peu partout dans l'atmosphère, quoi. Ça marche à fond, en fait, on voit plein de... Mais de quelle œuvre parlez-vous exactement, là? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Johannes Vermeer, d'après Petrus Paulus Rubens de MB, 1973. Impression sonore au micro amplifiée, non signée, avec certificat oral par l'artiste, JG via Marcel Brothers. Paris, 24 mai 2024. Je vous remercie. Est-ce que c'est un bon tableau, celui-là, qui correspond à ce que vous attendez de cette transformation toute récente qui va du conceptual art à cette nouvelle version d'une certaine figuration, pourrait-on dire? Vous croyez? Cependant, cette couleur rappelle quand même nettement la peinture qu'on faisait au moment de l'art abstrait, n'est-ce pas? Êtes-vous certain que ce n'est pas un nouvel académisme? Et mais s'il s'agit d'audace, c'est tout de même une audace contestable. Il s'agit tout de même de marcher. Ben, il va falloir les vendre, ces tableaux. Que feront les gens qui ont acheté les choses précédentes? Vont-ils les revendre? Ou bien continueront-ils... Que pensez-vous? Parce que, en ce moment, beaucoup d'artistes se posent la question. Alors, fermez les musées. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe.
Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une... Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. This is not a pipe. This is a pipe. Pipe is not. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. This is not a pipe. This is a pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci est une interview recueillie au musée d'art moderne département des Aigles, 12 Burgplatz à Düsseldorf. Ceci est une interview recueillie au musée d'art moderne département des Aigles, 12 Burgplatz à Düsseldorf.